Bienvenue à cette deuxième conférence du semestre 3 sur la question du logement. Donc tous les enseignants et en particulier Antoine Bégel qui a préparé qui a invité Félix Mull dans ce cycle de conférences pour toute la préparation. Et donc on a demandé à Félix de nous raconter un peu. Donc Félix est fondateur, je pense depuis une dizaine d'années, de l'atelier de l'Ourcq. Un atelier qui a la particularité de travailler sur plusieurs échelles, à la fois sur de l'urbanisme, sur de l'architecture et du paysage, qui va à la fois du détail de maîtrise d'œuvre jusqu'à des questions territoriales. Donc ça, c'est je pense, une particularité de votre atelier. Un atelier qui a reçu plein de lauriers, palmarès des jeunes urbanistes, les AJAP, hein, et le prix, l'écart d'argent de la première œuvre pour un habitat participatif dont tu vas nous parler. Donc voilà, et Félix et avec Antoine Bégel, il y a eu l'idée de se poser la question de la forme et de l'usage, qui sont des choses que vous vous posez actuellement sur la question du petit immeuble. Et la particularité aussi de Félix, c'est qu'il a enseigné le S3 et il a enseigné l'exercice que vous êtes en train de faire en ce moment. Donc voilà, donc il y aura des ponts possibles et on espère quelques questions à la fin. Je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci Yannick, merci pour l'introduction. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Félix Mull, je suis effectivement fondateur de l'atelier de l'Ourcq, qui est une équipe d'une petite dizaine de personnes qui est basée à Noisy-le-Sec, donc proche de Romainville. Et peut-être notre particularité, comme l'indiquait Yannick, c'est qu'on travaille sur beaucoup d'échelles différentes et on travaille essentiellement, je dis bien essentiellement parce que les projets que je vais vous montrer ne sont pas nécessairement dans ce type de territoire, mais on travaille essentiellement en milieu rural. Voilà, ce travail à différentes échelles, comme le montre cette diapo, je l'espère, sur ces territoires ruraux. Voilà à peu près tous les lieux où on a pu travailler. Je crois que la carte est en date d'octobre 2023, donc ça mériterait presque une mise à jour. Mais en fait, la particularité, c'est qu'on est basé en région parisienne, mais qu'on a la possibilité de travailler dans une grande diversité de territoires ruraux. Bon, avec... voilà. Et donc aussi de ne pas être ancré nécessairement dans un territoire rural, ancré localement dans un territoire rural, mais au contraire de pouvoir multiplier les expériences dans des contextes très différents. Donc on travaille sur des plans de paysage à l'échelle de communautés de communes, voire de PETR. On travaille, une grande partie de notre travail, c'est de réfléchir à l'échelle de communes, donc de villages, on va dire, et de réaliser des projets qu'on peut appeler de planification des plans guides, c'est-à-dire une vision sur le long terme du développement, de l'épanouissement d'un village. Voilà, donc ça concerne autant des questions d'espace public, d'activation de la décentralité. Ça va concerner bien entendu des questions d'habitat, soit en réhabilitation, soit en inclusion, enfin en insertion dans des dents creuses. Voilà. Voilà, donc en neuf, en réhabilitation, comme j'ai pu l'expliquer. Dans des tissus plus ou moins denses, selon des formes et des modalités adaptées en fonction des contextes. On fait également de la maîtrise d'œuvre de paysage, selon des commandes classiques de réhabilitation, réaménagement de centres-bourgs, par exemple. Voilà, donc un centre-bourg, une halle et son parvis à côté de Poitiers, une petite crèche là, qui est en cours de chantier à Carouge, donc dans l'Orne, où là, en fait, ce qui est intéressant quand on travaille sur ces projets de maîtrise d'œuvre, c'est que quasiment systématiquement, et c'est ce qu'on cherche, hein, on a été en amont on a fait l'étude globale en amont et on atterrit sur un petit sujet qui apparaît comme particulièrement
comment dire, prioritaires pour la commune, etc. Et donc, on a participé autant à apporter la réponse architecturale, si on peut appeler ça comme ça, quoi, ou une réponse architecturale, autant que de participer à poser la bonne question. On était très très en amont dans la définition de ce fameux programme. Donc, Yannick, c'est le titre que j'avais donné, c'était forme et usage, mais on pourrait tout aussi bien dire forme et programme. Et on a finalement dans ce cas de figure-là, mais dans tous les autres cas de figure que vous avez pu voir, on a participé voilà, à élaborer le programme dans la discussion, bien entendu, avec les collectivités, et ce qui nous permet d'apporter une forme de continuité entre la réflexion très générale jusqu'à la réalisation des projets. Voilà, donc des fois c'est des projets très très simples où on peine à voir la différence, quoi. C'est juste réorganiser simplement l'espace, désimperméabiliser, revoir un peu la géométrie de la voie, ce qui permet de réorganiser les usages. Et c'est des projets qui nécessairement, bon, plusieurs choses. Déjà se font avec peu de moyens, d'accord. C'est des petites communes, faiblement peuplées, enfin de faible densité de population. Donc de façon tout à fait mathématique, ça veut dire qu'il y a moins d'euros au mètre carré pour aménager que dans les grandes villes. Et donc c'est une certaine approche, on va appeler ça d'une certaine économie de moyens déjà. Voilà. Ça amène une esthétique un peu de l'effacement, quoi, ou en tout cas du déjà vu, en tout cas. Et c'est aussi des projets qui sont nécessairement collectifs à toutes les étapes, parce que finalement, nos maîtres d'ouvrage, nos commanditaires, qui sont les communes, sont avant tout des habitants de leur territoire. Vous savez que les élus ne sont pas nécessairement pris dans des logiques partisanes, de partis, etc. C'est juste un groupe d'habitants qui a décidé de prendre en charge, d'une certaine manière, la gestion de la commune. Donc voilà, il y a des ateliers cartes sur table, des grandes discussions, et puis même jusqu'à des chantiers participatifs où on met la main à la pâte pour désimperméabiliser des voies. Voilà, donc toutes ces réflexions sur les territoires ruraux, ça nous a amené aussi à travailler à l'échelle des politiques publiques et d'accompagner, dans ce cas présent, le ministère de l'écologie sur la définition d'un programme d'appui aux petites collectivités qui s'appelle le programme Village d'avenir. Et donc on avait travaillé à définir ces politiques publiques nationales avec le département des Vosges, qui est un département très rural, comme terrain d'expérimentation, on va dire. Donc, une fois que j'ai un peu donné cette culture du projet qui est particulière, à la fois dans le volet économie de moyens, mais aussi s'intéresser pas seulement au programme tel qu'il nous est présenté, mais dans la construction collective du programme en même temps qu'on réfléchit aux espaces. Cette approche collective aussi du projet, ben, ça nous amène à pratiquer l'architecture, on va dire, un peu à notre manière, donc selon selon des modalités que je vais vous présenter maintenant. Je vais vous présenter 3 projets, un projet à Romainville, un projet à Pantin, et puis un projet de quartier qui est dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Donc d'abord, c'est ce projet de 6 logements participatifs avec des espaces collectifs. Et la particularité, c'est que c'est un projet qui est 100% en autopromotion. Alors qu'est-ce que ça veut dire autopromotion? Ça veut dire que les habitants se sont constitués en collectif. Bon, en l'occurrence, ils ont créé une société pour acheter un terrain et faire la promotion, c'est-à-dire développer leur propre projet d'habitat collectif. Donc, le projet occupe une parcelle en drapeau dans un quartier pavillonnaire et composé de 2 bâtiments. On a d'abord un bâtiment sur rue avec au rez-de-chaussée des espaces collectifs, dont un garage à vélo, et un bâtiment sur cour. Ça, c'est le bâtiment sur rue. Voilà, de l'autre côté,
une salle commune à rez-de-chaussée qui donne sur un jardin collectif, et une petite allée qui va desservir 4 maisons individuelles accolées, donc qui sont rassemblées dans un parallépipède. Donc c'est 4 maisons en bande qui font 100 mètres carrés environ et qui sont configurées en duplex inversé. C'est-à-dire qu'on a les chambres au rez-de-chaussée, on a les pièces de vie à l'étage, et au fond, on accède à un petit studio chambre d'amis, voilà, qui sert aux habitants pour accueillir la famille, etc. Et donc, à l'articulation entre les deux bâtiments, on a donc la terrasse en prolongement de la salle commune, le jardin collectif, mais aussi le départ d'un grand escalier métallique qui permet d'accéder à un autre jardin qui, lui, est sur le toit des maisons, voilà, et qui permet, qui offre une vue sur le grand paysage. Donc, plusieurs, voilà pour un peu la présentation très générale du projet. Plusieurs thématiques ont présidé à la conception du projet, qui est un peu comme une forme de célébration de la géographie de la banlieue. Et ça, je vais m'expliquer un peu plus en détail. Bon, d'abord, il y a la géographie physique, bien entendu. Je vais m'asseoir parce que je n'arrive pas à lire et lire mes notes. Donc il y a d'abord la géographie physique, parce qu'on a la chance d'être situé sur une ligne de crête, sur un des merlons du plateau de Belleville-Romainville. Donc un des objectifs fondamentaux du projet, c'était bien de mettre en valeur cette situation géographique exceptionnelle, d'aller chercher de la hauteur, d'aller chercher des vues. C'est pour ça que les maisons sont en duplex inversé, avec des pièces de vie qui sont donc à l'étage, qui ont 3 mètres de hauteur sous plafond et de très grandes baies vitrées qui permettent une vue dégagée. Alors que les chambres, qu'on voit ici, viennent presque se coller aux limites constructibles, quitte à être éclairées de manière moins généreuse. Finalement, c'est moins important pour les chambres d'avoir de la lumière et de la vue que les pièces de vie. Voilà les chambres, qui ont quand même un petit prolongement qui forme comme un patio, enfin, l'équivalent d'un patio qui est équivalent en taille à la chambre et qui fait que chaque pièce a son petit jardin en prolongement. Alors bien sûr, c'est aussi du fait de cette situation géographique que l'idée d'un toit-jardin s'est imposée, monter sur le toit, s'extraire un peu du site, s'extraire du quartier et finalement un peu se retrouver plongé dans le paysage de la banlieue est. Donc on voit les collines du Raincy, on voit Clichy-sous-Bois, et puis l'embranchement de l'A3, de l'A86, qui sont presque un peu des rivières de voitures. Bref, cet enchevêtrement de formes et d'échelles qui caractérise la banlieue, hein, cette forme fortuite, souvent, car non planifiée ou alors planifiée de façon non constante à travers les années, et qui fait qu'on a cet assemblage très, très étrange et finalement très riche. Donc c'est un véritable toit-jardin, pas une toiture végétalisée. On a 40 cm de terre végétale, ce qui est beaucoup, qui est exploité en partie en potager, et un véritable écosystème qui se reconstitue en reconstruisant un sol vivant, en y faisant pourrir du bois, en amenant du compost et des lombriques, etc. Il y a vraiment cette idée de ce que les Suisses appellent un technosol, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé cette épaisseur de substrat pour qu'il soit déjà qui s'entretienne lui-même, hein, ça c'est super important, et qui soit porteur qui joue un rôle dans la préservation de la biodiversité. Alors une deuxième type de géographie de la banlieue qu'on a voulu célébrer, ou en tout cas sur lequel on a voulu s'appuyer à travers ce projet, c'est sa géographie urbaine. Donc là, on est dans un tissu pavillonnaire assez typique, avec cette ambiance à la fois très banale et très hétéroclite. Voilà, donc un paysage que vous devez sans doute tous connaître. Et en fait, ce qui nous intéresse énormément dans ce tissu, c'est que c'est un tissu urbain qui s'est constitué progressivement, qui a été aménagé finalement
a posteriori, une fois que les habitants étaient déjà installés. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ces lieux-là, mais en fait, c'était des parcelles qui étaient rachetées à des agriculteurs par des spéculateurs, hein, tout simplement, qui les découpaient de façon extrêmement efficace et qui les vendaient, mais sans l'aménagement. C'est-à-dire qu'il n'y avait ni électricité, ni assainissement, ni même de viabilisation. Il n'y avait même pas de macadam sur la chaussée. Et c'était censé être plutôt des terrains, on va dire, pour le week-end, quoi. Donc on avait la population ouvrière des faubourgs de Belleville, de Ménilmontant, qui entassait dans des tout petits logements, mettait de côté, s'achetait ce petit bout de terrain, et c'était tous les week-ends là où ils allaient un peu se mettre au vert. Ils ont construit une cabane en bois, et puis après ils ont fait venir des amis, et puis à plusieurs, ils se sont mis à construire en dur, etc. Et petit à petit, ce qui était censé être juste une succession de petits jardins est devenu un lieu d'habitation. Sauf qu'il n'y avait toujours pas de viabilisation, il n'y avait toujours pas de rue et de macadam. Donc quelque part, voilà à quoi ça ressemblait initialement, quoi, une fois que ça avait été découpé. Et donc c'est seulement a posteriori que l'État, pour apporter un minimum de confort aux personnes qui s'étaient installées dans ces quartiers, a investi pour aménager et viabiliser ces lotissements. Donc en fait, on a vraiment une forme d'urbanisation, de croissance urbaine qui est très organique, on pourrait dire, et qui n'est pas sans rappeler des situations que vous connaissez peut-être, comme les bidonvilles d'Amérique du Sud ou les choses comme ça, qui se sont construites sans aucune planification et qui seulement a posteriori ont été aménagées. Et c'est ce qui donne, donc voilà, bon après, une fois que ça s'est régularisé, on va dire, il y a eu tout un mouvement qui était dans la presse, qui était dans les journaux, ou de petites maisons individuelles de constructeurs déjà à l'époque. Et ça donne ce paysage, très hétéroclite, où on n'a pas finalement de cohérence dans la construction. Des fois on a l'alignement, des fois on est en retrait, on expose un pignon, plutôt un mur gouttereau. Il y a eu des successions de bricolage, voilà, et qui nous semblait super intéressant. Donc le but, ça a été vraiment de s'inscrire dans ce paysage-là, sans le dénaturer, ou en tout cas même au contraire en tirant parti, en essayant de révéler ses qualités esthétiques. Donc le premier bâtiment, donc il y a 2 logements à l'étage, ça je ne l'ai peut-être pas dit, finalement c'est un petit bâtiment collectif, mais qui ressemble ni plus ni moins à un gros pavillon. Voilà, donc on s'est réellement inspiré de ces formes du pavillonnaire, ce qui ne nous a pas empêché d'importer des choses, un vocabulaire plus exogène, plus un peu dans l'esprit de la liberté formelle aussi, qui émane de ce milieu pavillonnaire, avec quelque chose d'un peu japonais dans la verticalité de la composition, certaines étrangetés dans les proportions des ouvertures, et puis quelque chose de presque un peu sud-américain avec cette grande grille qui s'ouvre entièrement sur la rue. Puis à l'arrière, on a des références plus abstraites, plus modernistes, corbusiennes, certains diraient, avec ce grand escalier en console qui met en scène les déplacements. Et une géométrie radicale, du coup, qui contraste avec le caractère très vernaculaire des alentours. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que ce projet, il tente aussi de s'insérer avec douceur, ou au moins avec considération, dans un tissu pavillonnaire. Et dans cette mesure, il s'inscrit totalement dans la dynamique de densification pavillonnaire, qui est un enjeu très fort aujourd'hui, qui pose plein de questions. Mais où, vous le savez aussi, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais dans le tissu des maisons individuelles, aujourd'hui, et notamment en Île-de-France, c'est probablement là qu'il y a le plus gros gisement en termes de potentiel logement à créer, dans un contexte de crise du logement que vous connaissez. Voilà. La problématique, par contre, c'est que c'est des terrains petits, c'est multipropriétaire, donc il faut rassembler, remembrer,
et réussir à s'inscrire avec finesse dans ce tissu à partir de petites opérations. Donc là, on est sur une opération qui fait 670 mètres carrés de surface de plancher, qui est petite et complexe, vu la taille de la parcelle, vu la forme de la parcelle, et qui n'intéressait, à l'époque, quand on a trouvé le terrain, qui n'intéressait aucun promoteur, mais dont l'échelle s'avère particulièrement adaptée au type de programme, à cette logique d'autopromotion. Donc voilà, quelque part aussi, ce projet-là, on l'a aussi pensé, et aujourd'hui, on essaie de retravailler dessus, un peu dans une logique presque ce qui pourrait être un modèle de développement urbain qui se ferait par plein de petits investisseurs, qui seraient suffisamment agiles pour venir se glisser dans ces dents creuses, dans ces bouts de parcelles qui existent dans le tissu et qui viendraient s'y insérer sans trop le perturber. Donc un troisième aspect de la géographie de la banlieue, c'est sa géographie humaine. Et ce qu'on peut dire, c'est que la banlieue, par son incomplétude, par son caractère périphérique, c'est aussi finalement un espace où tout n'est pas pensé, tout n'est pas... il y a des zones de flou, et qui sont aussi des espaces de liberté et des lieux des possibles. Et donc là, on a un groupe de personnes qui, sans l'appui d'aucune collectivité, en parfaite autonomie, sans expérience préalable en matière de montage d'une opération immobilière, a pris à bras-le-corps le problème de son logement et a tenté de le faire correspondre à son mode de vie, un mode de vie collectif où la dimension humaine tient une grande place. Donc voilà. Ça a été un projet qui a demandé une énergie considérable en termes de mécanique du groupe. Il y a eu énormément de réunions. Et ce qui était super intéressant, c'est que tout le monde s'est investi vraiment à tous les niveaux du processus et à chaque fois en montant en compétences, quoi. Donc maintenant, tous les habitants ont vraiment des compétences en matière de montage d'opérations complexes qui ne se traduit pas que dans l'immobilier. Hein. Maintenant, il y a des gens qui organisent des fêtes, organisent des événements et qui ont vraiment en fait construit ce savoir-faire à travers ce projet, quoi. Voilà, donc forcément avec une bonne grosse part d'autoconstruction, voire d'autofinition, avec un budget très serré, mais aussi parce qu'il y avait une dynamique collective qui porte et rend possible cet investissement. Donc ce projet de vie en commun, il a fallu l'organiser dans l'espace, et ça a été quand même l'enjeu principal de la conception, et c'est là où la question de la forme va rejoindre celle du programme ou celle des usages. Donc là, ce qu'on voit, c'est le plan de rez-de-chaussée, et le but, ça a été vraiment de trouver le bon équilibre entre vivre ensemble, mais aussi vivre séparément. C'est-à-dire donner des espaces et du souffle à la vie collective pour qu'elle existe naturellement, qu'elle s'auto-entretienne, etc. Mais aussi ménager la possibilité de s'extraire du groupe pour se reconstruire à l'échelle de la cellule familiale dans une forme d'intimité. Donc, on n'a pas un, mais on a plusieurs espaces partagés qui évitent l'effet, on va dire, centripète. Et en même temps, il y a une hiérarchie dans ces espaces partagés. Donc là, vous avez la rue, le grand garage à vélo, la salle commune et la buanderie collective à l'arrière, la terrasse qui est en prolongement de la salle commune, le grand jardin collectif, un deuxième petit jardin en dent creuse, en dent creuse vers l'intérieur, et puis cette allée qui dessert les différents logements, ainsi que le studio qui est tout au fond. Et en fait, le but, ça a été d'organiser ces espaces un peu comme de la même manière qu'on réfléchit à la question des centralités villageoises. Je m'explique, c'est qu'en fait, dans les villages, ce qu'on va essayer de chercher, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer les conditions pour qu'il y ait l'effet d'une urbanité, qui est l'effet de quelque chose de central, l'effet d'un centre-bourg, alors qu'on a très peu d'ingrédients. C'est-à-dire qu'on a
peut-être 1 ou 2 commerces. On a le parvis de la mairie sur lequel il ne se passe pas grand-chose. Éventuellement, on a une église et un léger épaississement de l'espace public sur lequel, la plupart du temps, il faut aussi accueillir des voitures. Donc comment, avec ces peu d'ingrédients, on arrive à activer la sensation de l'urbanité, la sensation d'être au cœur de quelque chose. C'est un peu de cette manière-là qu'on a travaillé le positionnement de cet espace qui en fait est pas seulement un espace commun parce qu'on a dit que c'était un espace commun, mais aussi parce que c'est le seul espace qui est sur le chemin de tout le monde et tous les jours. Et ça, c'est hyper important puisque finalement, ça permet des interactions qu'on peut appeler faibles, c'est-à-dire de se croiser, de se voir, de lever la main pour dire bonjour. C'est l'espace du salut ça va, finalement, qui au quotidien va fabriquer, enfin va donner du liant à la vie collective. Alors ça ne veut pas dire que cette salle commune, bien sûr, elle sert à organiser plein de choses, hein, des événements, des réunions, etc. Mais la façon dont c'est organisé, c'est fait pour qu'il y ait une forme de concentration des flux qui crée cet espace de croisement au quotidien. Et par ailleurs, ce qu'on voit dans le projet, c'est qu'il n'y a aucun logement qui donne directement sur l'espace commun. Par exemple, ici, sur ce logement-là, on a une grande façade sud, on aurait pu largement s'ouvrir de ce côté-là pour donner sur le jardin, etc. On a au contraire plutôt cherché à s'adosser pour éviter d'avoir toujours la sensation d'être au cœur du collectif, de pouvoir un peu s'extraire de cet espace, central. Bon, ça, je vais passer là-dessus. Donc voilà, c'est un projet qui aussi va chercher à mettre en scène les flux, l'animation par ces grands escaliers, qui offre aussi des vues croisées parce qu'il y a des espaces qui sont en haut, qui sont en bas, qui permettent de s'interpeller du regard de façon très variée. Et c'est vraiment ce mouvement qui aussi participe à fabriquer l'esthétique de l'ensemble. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une vie collective qui fonctionne très bien. Voilà, je passe sur des images. Donc c'est aussi, ce qui était intéressant, c'est que c'est un projet qui était très frustre finalement dans son expression architecturale. Hein. C'est très massif, etc. Mais c'est aussi un projet qui est support d'autres projets, quoi, qui est support d'une continuation en fait du projet initial, que ça soit dans les jardins, bien entendu, mais aussi dans les aménagements extérieurs, dans de potentiels agrandissements sur le toit, etc. etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Alors, je vais vous parler d'un deuxième projet qui est celui qui est à Pantin, donc création de 5 logements par surélévation d'une maison existante en autopromotion, là encore. Chaque fois, c'est des titres à rallonge. Donc voilà la situation initiale, c'est une maison, donc celle-là qui est une ancienne maison d'un marchand de viande de la Villette. Et il garait ses camions au rez-de-chaussée de la maison et il avait une belle surface habitable à l'étage. Nos clients, du coup, habitent cette maison depuis une quinzaine d'années. Et vu la situation, ils se disaient, mais on a quand même potentiellement un droit à bâtir exceptionnel au-dessus de nos têtes. Donc, ça leur trottait dans la tête de voilà, tirer parti de ce droit à bâtir. En même temps, la particularité, c'est qu'ils aimaient beaucoup leur maison, leurs espaces. C'est une maison des années 50 qui a été plutôt bien construite, avec, on va dire, des éléments typiques de ces années-là, etc. Ils aimaient beaucoup leur maison, donc ils voulaient modifier le moins possible leur maison. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on construit, on surélève, mais en même temps en touchant le moins possible ce qu'il y a en dessous.
une logique de promoteur, enfin purement économique, aurait voulu qu'on rase les deux niveaux et qu'on optimise le nombre d'étages pour faire un maximum de logements, etc. Et là, ce qui était intéressant dans ce cas de figure-là, c'est qu'il y avait une dimension économique, bien entendu, il fallait que le projet soit viable économiquement, mais il y avait aussi une dimension sentimentale, il y avait une part d'irrationnel, ou au contraire, quoi, de très très rationnel et important, c'est-à-dire les souvenirs et l'attachement au lieu. Et c'est à partir de ça, ces deux contraintes a priori comment dire, irréconciliables, ou en tout cas qui se contredisent, qu'on a dû faire le projet. Donc voilà ce que ça donne au final. On est venu comme brancher en fait une boîte, enfin, des couches rouges comme ça sur la maison initiale qui du coup s'est retrouvée isolée par l'extérieur, d'accord ? Et vu que l'isolation par l'extérieur rajoutait 20 cm en déport sur la rue, on en a profité pour en fait marquer cette logique d'étages successives, un petit peu comme une ziggourate, avec des retraits, pour le coup, imposés par le PLU en attique, liés au fait que cette petite maison restait comme ça. Et en fait, ce qui était super intéressant, c'est que là aussi, on a travaillé avec les habitants dès le début à définir quel allait être le programme et quel allait être le bon équilibre entre leur capacité financière d'investissement initiale, les recettes qu'ils pouvaient escompter de par la location des logements, et aussi comment construire sans impacter ou en impactant au minimum le logement existant. Donc on a fait, je pense, une quinzaine de scénarios à chaque fois qu'on a chiffré pour vraiment dans la finesse trouver ce bon équilibre entre finalement des dynamiques contradictoires. Donc voilà ce que ça donne à l'arrière. Je vous montrerai un peu plus en détail. Mais en fait, on a été obligé de déporter la circulation verticale pour ne pas impacter les logements. On a été pris aussi dans des contraintes de gabarit de constructibilité issues du PLU qui ont été très, très contraignants, qui nous ont obligés vraiment à bricoler les choses dans tous les sens. Voilà, ce qu'on voit ici, là, par exemple, c'est que les deux premières volées s'inscrivent dans le volume existant, donc ça va. Mais après, il a fallu se reculer parce que la limite de la bande constructible, qu'on appelle la bande E, s'arrêtait au nu de ce mur. Donc on a une cage d'escalier qui est en deux parties, quoi, d'une certaine manière. Si je prends un étage courant, voilà, donc là on avait l'existant, le projet, on a mis la cage d'escalier dans cette chambre, et pour compenser la perte de cette chambre, on a créé une légère extension qui abrite les locaux communs à rez-de-chaussée et une nouvelle chambre pour les logements. Et ce qui est quand même super, c'est qu'on a mis un ascenseur qui permet maintenant d'aller directement depuis chez soi sur le toit en ascenseur depuis l'intérieur du logement. Donc voilà, si je vous montre, parce que je pense que c'est quand même un des sujets du S3, comment on a organisé les logements. Donc chaque étage courant, c'est un T2 et un T3. Avec cette difficulté, c'est qu'on entrait par le coin. Et en fait, tout ce qu'on a essayé de faire, c'est surtout d'aller donner un maximum de grandes diagonales à travers le logement pour donner une sensation d'espace. Et dans les deux cas, on va rentrer par la cuisine, enfin surtout dans le T3, voilà, avec un effet de baïonnette, mais qui finalement fonctionne bien puisqu'on passe à travers les espaces, on va dire, habituels. Alors, on rentre par sa cuisine, mais après les choses s'enchaînent bien. Pardon.
Voilà, donc avant-après, des photos du chantier et un travail finalement très minimaliste, enfin une composition très régulière et un travail sur la fenêtre. Ce que les clients nous ont dit aussi dès le départ, ils nous ont dit non, on met pas de balcon, ça sert à rien. On est trop proche du périphérique, ça va être noir en 2 secondes. C'est pas ce qu'il nous faut. Du coup, on a plutôt travaillé sur l'idée d'une fenêtre habitable. Voilà. Donc, ce que ça donne à l'arrière, il y a un vrai effet de collage et de bricolage quoi, à l'arrière, mais qui est vraiment une forme résultante de la réunion de toutes les contraintes dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà. Et donc, on a vraiment travaillé sur l'idée d'une fenêtre avec une allège plutôt basse, le radiateur qui se glisse vraiment au niveau de l'allège et l'allège qui est à une hauteur d'assise finalement, avec ces grandes baies vitrées qu'on peut ouvrir et qui permet finalement de fumer une clope assez confortablement, penché sur le balcon et assis. Donc c'est ça aussi qui est intéressant quand on travaille avec ces gens pour qui c'est le projet de leur vie en fait. Enfin, ils ne vont pas en faire 2 des projets comme ça dans leur vie. Et ils sont encore une fois très attachés à ce que ça soit économiquement viable. Il s'agit de faire du logement à louer. Mais en même temps, 2,50 de hauteur sous plafond, ils trouvaient que c'était quand même un peu petit, parce qu'eux, ils avaient l'habitude de 2,80. Et donc, du coup, ils ont insisté pour qu'il y ait 2,70 m de hauteur sous plafond, ce qui change tout, ce qui change beaucoup de choses, en tout cas, dans la qualité du logement. Ils ont été d'accord pour mettre des grandes fenêtres aussi. Les fenêtres sont particulièrement bien dimensionnées pour ces petits logements. Voilà, et le dernier étage qui est construit en bois, lui, le reste est en ossature béton, qui est là aussi a plein d'éléments techniques sur sa terrasse. Et en fait, dans leur bilan financier, il y avait toujours l'idée que peut-être que quand même, ils garderaient le dernier étage pour en faire une chambre d'amis, voire un studio pour travailler, etc. Donc aujourd'hui, c'est un studio de yoga. Voilà. Et encore une fois, ça permet, depuis la maison, on peut prendre l'ascenseur et arriver directement sur la terrasse, ce qui est assez incroyable en termes de qualité d'habiter. Et donc l'enjeu, ça a été de construire 3 étages au-dessus, sans modifier l'aspect des pièces de la maison. Donc là, en fait, à la fin, quand on voit qu'il y a peu de choses qui ont changé, on se disait mission accomplie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les murs ont été ouverts pour couler de nouveaux poteaux en béton, puis replâtrés. Les moulures ont été soigneusement déposées et conservées pour être reposées. Pareil, on a dû carotter les sols pour pouvoir couler du béton, enfin des grosses poutres en béton par-dessous. Donc là, c'est pareil, dans le carrelage, dans le sol en marbre, ça a été carotté de façon très délicate pour pouvoir ensuite remettre le petit truc, la pièce pour pouvoir rapiécer. J'enchaîne sur un dernier projet, 47 logements en circuit court à Plélin-Trigavou. Donc là aussi, c'est un projet d'écoquartier. Je crois que c'est en cours de labellisation écoquartier et qui fait suite à une grande étude urbaine qu'on avait fait sur la commune de Plélin-Trigavou. Donc c'est Plélin d'un côté, Trigavou de l'autre. 2 communes qui se sont rapprochées dans les années 60 pour construire une station d'épuration pile entre les deux, au niveau de la petite vallée qui les sépare. Donc le quartier, il prend place dans la commune de Plélin. Et en fait, c'était une ancienne friche des anciens chais. C'était une friche d'anciens chais qui sont à 100 mètres du centre-bourg. Donc là, ici, vous avez la mairie, l'église, la nouvelle médiathèque, quelques commerces, etc. Donc on est vraiment très proche de la centralité. On est à Plélin-Trigavou, donc on est entre Dinan et Dinard. Donc ça veut dire qu'on est en rétro-littoral. Et ça, c'est fondamental parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs foncières
Et quand je dis les valeurs foncières, en fait, c'est le prix de l'immobilier. C'est ni les valeurs de dinars, qui sont voilà, des valeurs de la côte, c'est voilà, extrêmement cher. Et en même temps, on est suffisamment proche de la côte pour qu'il y ait de la demande en logement et donc des valeurs foncières acceptables pour pouvoir conduire des projets. Finalement, c'est beaucoup les gens qui travaillent à Saint-Malo ou à Dinard qui demandent d'habiter légèrement à l'intérieur des terres. Donc voilà une vue aérienne du quartier. Voilà. Donc c'est un quartier qui est composé de la manière suivante. C'est ici, là, on a la vallée de l'Adria. Donc c'est une petite rivière qui a fait l'objet d'un aménagement récent plutôt très qualitatif. Et donc le terrain est en pente vers la vallée de l'Adria, alors que le sud est plutôt de ce côté-là. Donc on est en pente vers le nord. Aussi, c'était un terrain qui avait été fortement terrassé par l'activité chai, enfin pour les besoins de l'industrie, quoi, d'une certaine manière. Donc notre objectif d'abord, ça a été de s'implanter de façon bioclimatique, de profiter au maximum des apports solaires gratuits et d'orienter tous les jardins vers le sud, bon, le sud-est en l'occurrence, et d'essayer de se coller au maximum aux terrasses existantes de l'ancienne friche. Pardon. Il y a très peu de voiries, hein, c'est juste un L comme ça. Tac. Donc moins il y a de voiries, moins c'est cher à aménager. Enfin, c'est très économique dans la manière d'organiser l'allotissement. On a 2 petits collectifs, ici et ici, de logements sociaux, qui viennent pas être posés à un bout du quartier, mais qui sont intégrés dans le tissu des maisons individuelles. Et on a profité, en fait, donc le quartier, comme vous le voyez, il traverse la rue et il vient combler une dent creuse à cet endroit-là. Et on en a profité pour retravailler le parvis de l'école à cet endroit-là et donc revoir l'entrée de l'école de façon beaucoup plus sécurisée. Donc toutes les maisons c'est des grappes de 4 maisons avec le jardin bien orienté. Et les maisons, en fait, je vais zoomer là-dessus. En fait, on s'est servi de la topographie pour faire des jardins de plein pied, pour des maisons accessibles de plein pied, et en même temps pour implanter la maison réellement en limite séparative avec la voie d'emprise publique, en se servant de la légère hauteur qui a été créée pour assurer l'intimité du rez-de-chaussée par rapport à l'espace public et aux circulations. Bon, en l'occurrence, il n'y avait plus de voitures dans la version finale, mais aux circulations piétonnes à cet endroit-là. Donc voilà les images du quartier. Donc les aménagements sont terminés et maintenant on en est à commercialiser les lots. Et alors pourquoi je montre cette image que vous connaissez, enfin vous avez sans doute déjà vue, c'est que finalement le quartier tel qu'on l'a conçu, c'est ni plus ni moins qu'un lotissement communal. Donc tout ce qu'il y a de plus banal et qui se fait de façon très régulière et très très fréquente dans les villages, enfin, dans les espaces ruraux. Qu'est-ce que ça veut dire un lotissement? Ça veut dire que la mairie découpe des terrains et les terrains sont vendus à des particuliers qui construisent leur propre maison. En général, on dit qu'ils font construire, puisqu'ils font construire par un constructeur de maisons individuelles. Ils peuvent faire construire avec un maître d'œuvre, architecte ou pas, mais en gros, ils font construire leur propre maison. Et c'est en ça, finalement, que le quartier, c'est un circuit court du logement. C'est-à-dire en évitant l'étape, enfin l'intermédiaire du promoteur, qui lui achète les terrains, aménage, construit les maisons et vend des mètres carrés déjà construits. Là, finalement,
on s'enlève cet intermédiaire-là et on passe directement, enfin la transaction, elle se fait directement entre le propriétaire foncier initial, qu'est la commune, et le futur habitant. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais retenez juste que dans le cas du lotissement, en fait, ça permet de s'éviter le promoteur. Et forcément, ça a un impact sur le coût de sortie, enfin un impact très important sur le coût de sortie des logements. Ce qui était super intéressant dans le processus de ce projet-là, c'est que initialement, lors de l'étude urbaine, on a proposé un plan de composition pour le quartier. On a commencé à ce qu'on dit faire tourner un bilan. Ça, les aménageurs, les promoteurs adorent ce terme-là, mais du coup, nous, on l'a fait à leur place pour savoir si c'était économiquement viable ou pas. Et on s'est rendu compte que si on mettait l'intermédiaire promoteur avec ses frais de fonctionnement, avec le bénéfice escompté, avec ses assurances, avec l'armée d'ingénieurs et de bureaux de contrôle, etc., qui doit aussi engager avec lui, tous ces frais d'études, ça faisait une opération qui n'était pas viable dans la mesure où elle n'était pas compatible avec ce que le pouvoir d'achat, finalement, des gens du coin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu du processus, c'est-à-dire qu'on avait déjà fait le permis d'aménager, on avait finalisé les aménagements ou presque, il y a un promoteur qui est quand même venu et qui a dit « Non mais faites-moi confiance, moi je vous rachète tout et je construis et je revends comme ça, vous prenez pas la tête et vous êtes sûr de ce à quoi ça va ressembler. » Grosso modo, c'était un peu ça le discours. Et en fait, il a fait une offre financière pour le terrain. Et il a fait une proposition en termes de prix de sortie de chacun des logements. Et ça nous a permis de comparer avec le bilan final de l'opération de lotissement le manque à gagner côté commune, c'est-à-dire les recettes en moins qu'elle reçoit en vendant ses terrains, mais aussi côté acquéreur, c'est-à-dire en comparant le coût total des maisons au final, si ça passe par un promoteur ou si c'est en circuit court. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle de 40 et quelques logements, le différentiel, il est quand même énorme, puisque côté commune, c'est 400 000 € en moins de recettes de vente de terrain. Et côté acquéreur, c'est quasiment, c'est 800 000, quoi, on va dire, de coûts supplémentaires apportés par les futurs habitants. Ça fait 1,2 million qui disparaît pas dans la nature, mais en tout cas est disséminé dans les poches d'une multitude d'intervenants. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est-à-dire que ce que j'aurais pu rajouter aussi à ça, c'est que le promoteur s'était engagé à un niveau de performance RE 2025. Donc à un niveau de performance écologique RE 2025. Et nous, ce qu'on va vous montrer après, on a travaillé avec des constructeurs de maisons individuelles qui, eux, font des maisons 100% bois qui sont déjà toutes RE 2028. Donc même en termes de performance écologique, finalement, on arrive à quelque chose de plus performant en procédure lotissement. Donc là aussi, c'était aussi pour vous sensibiliser à la question de l'économie de la fabrique de la ville et comment l'économie de la fabrique de la ville, c'est quelque chose dont vous pouvez aussi vous emparer. Vous n'êtes pas forcément là dans votre agence à attendre que quelqu'un vous appelle pour vous proposer un programme et un budget. Vous pouvez en fait créer les conditions du projet. Vous pouvez participer à créer les conditions du projet. Et voilà. Et nous, c'est ce qu'on adore faire, bien entendu, à l'agence. Alors ça pose quand même des questions hyper importantes qui sont, ok, mais alors si chacun fait sa propre maison, à quoi ça va ressembler? Comment est-ce qu'on fait pour que ça ne soit pas un truc ultra moche, globalement? Comment est-ce qu'on fait pour à la fois éviter le côté un peu exagéré de marquer les différences de façon
voilà, très amplifié en juxtaposant des signatures d'architectes, comme c'est le cas à Amsterdam. Comment on fait aussi pour éviter la répétitivité vraiment triste de la plupart des programmes de maisons en bande de bailleurs sociaux? Donc pourquoi c'est une répétitivité triste? Parce qu'ils n'ont pas les budgets, ils construisent très peu cher et ils payent très mal les architectes qui n'ont pas la possibilité d'explorer une plus grande richesse des formes, etc. Nous, ce qui nous intéressait, alors c'était quand même long et compliqué de convaincre les élus sur cette procédure lotissement, puisqu'ils avaient peur de ce à quoi ça allait ressembler. Ce qu'on leur a montré, c'est qu'en fait, finalement, il fallait qu'on travaille sur une question de variation sur un même thème. Il fallait qu'on donne des thèmes, il fallait qu'on donne des règles, il fallait qu'on donne un cadre, et que finalement, le quartier allait être une résultante d'un jeu de combinatoire que nous, on aurait déterminé. Donc on a fait un cahier des charges extrêmement précis pour chacune des maisons. Hein. Tout, quoi, le rapport au sol, le rapport au jardin, le rapport à la voiture et au garage, la manière de traiter les intimités entre jardins, le rôle du balcon qui à la fois apporte de l'épaisseur à la façade, mais qui permet aussi d'être support de panneaux solaires, parce qu'on a aussi embarqué une centrale villageoise, donc il va y avoir une coopérative de production d'énergie photovoltaïque, et chacun va pouvoir mettre ses panneaux. Donc voilà, avec plusieurs thématiques. Il y avait la question du perron, donc là on ne le voit pas, mais vu qu'on est en pente ici, de l'autre côté, derrière cette façade, on a un perron. Donc on a donné plusieurs manières dont on pouvait s'inspirer du perron. Il y avait toute la thématique rapport au sol. Comment est-ce qu'on fait pour que le bardage en bois, il ne vienne pas toucher le sol, il ne peut pas parce qu'il faut nécessairement le surélever. Mais comment on évite le côté pantalon trop court avec le bardage qui flotte 50 cm au-dessus du sol. Le thème de la fenêtre, encore une fois, à partir d'éléments tout simples qui sont des volets roulants posés en rénovation, donc c'est-à-dire par l'extérieur, avec l'idée que ces volets roulants posés par l'extérieur, ils pouvaient être plus grands que la fenêtre elle-même. Donc ça apportait un effet de composition un peu plus généreux sur la composition des façades, enfin sur la proportion des fenêtres. Et aussi, ça a évité le côté façade toute plate qu'on a sur les maisons en bois habituelles, où on a finalement très très peu d'éléments de modénature, de relief sur la façade. Ça se limite juste à la bavette. Voilà, et puis c'est des éléments du commerce. Le bardage, finalement, on a mis très peu de règles. Chacun peut mettre son bardage vertical, horizontal, en biais, on verra, on espère, on verra. Mais en tout cas, chacun peut mettre son bardage. Quelques détails précis sur les boîtes à eau, sur la gestion des bas de pente, etc. Et puis aussi, on est rentré jusque dans les modes de vie et les manières d'aménager les maisons, puisque en fait, on avait plusieurs catégories de maisons d'une certaine manière. Enfin, en fait, il n'y a pas deux maisons qui se ressemblent, dans la mesure où les largeurs de parcelles sont toutes différentes. Mais globalement, on s'est dit, on va vous faire plusieurs esquisses à 9,50 m de large, plusieurs à 8,50 m de large, et d'autres à 7,50 m. Enfin, on a un peu décliné, quoi. Et ce qui permet aux futurs acquéreurs aussi de se projeter dans la manière d'habiter les lieux. Voilà, les questions de jardin, etc. Voilà, je vous ai quasiment montré tout le cahier des charges du lotissement, avec bien entendu la question des systèmes techniques et des performances énergétiques attendues. Et alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait? Parce que l'autre question, une fois qu'on s'est dit c'est trop bien, on va tout dessiner, on va faire les architectes, on va tout maîtriser jusqu'au bout. Comment est-ce qu'on fait quand on sait que au final, il va y avoir un particulier qui va faire appel à une entreprise pour construire sa maison et que finalement, il n'y aura pas d'architecte intermédiaire de maître d'œuvre? En fait, on a fait un recensement
de tous les constructeurs de maisons individuelles en bois du secteur. Et on leur a demandé, est-ce que ça vous intéresserait, est-ce que vous sauriez, est-ce que ça vous intéresserait de travailler sur ce lotissement avec le cahier des charges tel qu'il est monté actuellement. Et en fait, à travers de multiples discussions avec ce pool d'entreprises qui sont des constructeurs de maisons individuelles, hein, ils arrivent, enfin, vous allez les voir et puis ils vous construisent, ils vous font tout de A à Z. Et donc on a travaillé avec eux tous ces petits détails techniques pour s'assurer que d'une, ils savaient faire et que deux, ça rentrait dans un modèle économique cohérent. L'intérêt avec ces constructeurs de maisons individuelles en bois, c'est plusieurs choses. C'est déjà, ils ont un peu abandonné, enfin ils ont totalement abandonné l'idée de modèle de maison. Alors peut-être qu'il y en a sur leur site, mais en fait, eux, ce qu'ils ont optimisé, c'est le système constructif. Et le système constructif, c'est ni plus ni moins que des murs à ossature bois qui fassent 5 mètres de long ou 5 mètres 25 ou 5 mètres 32. C'est pareil. Tout ça, c'est fabriqué en atelier, etc. Donc, ils peuvent s'adapter finalement à n'importe quel terrain. Ensuite, ils ont optimisé les systèmes, les modes d'isolation, etc., ce qui leur permet d'être très performants sur le plan économique. Et donc, on a travaillé tout ce cahier des charges avec eux pour s'assurer. Donc, on a repris les détails, etc., pour les simplifier parfois, etc., pour s'assurer que ça allait pouvoir être réalisable avec les savoir-faire locaux et actuels. Et le deuxième intérêt à intégrer ces constructeurs très tôt dans le processus, c'est que c'est aussi des entreprises qui ont des services commerciaux assez proactifs. Et donc finalement, ça va être les meilleurs VRP du quartier. Et c'est par eux qu'on va vendre les terrains, enfin que la commune va vendre les terrains. Ce qui est très intéressant, c'est que les commerciaux dans ces boîtes-là, en fait, ils font un travail d'architecte. Ils écoutent les clients, vous avez besoin de quoi, comment vous voulez vivre, salon cathédrale, pas salon cathédrale, 2, 3 chambres, un espace de bureau. En fait, ils sont de plein pied avec les modes de vie de leurs futurs clients, quoi. Et finalement, moi, en discutant avec eux, j'ai été frappé par à quel point nous, les architectes, finalement, on manquait un peu ce contact avec cette diversité des personnes, la diversité des besoins, etc., que ces gens-là avaient. Donc on m'a demandé de donner des références de logements qui étaient inspirantes. Donc bon, j'ai volontairement été un peu provocateur, mais vous m'en voudrez pas. C'est aussi pour élargir un peu les horizons des étudiants, ou en tout cas apporter quelque chose d'assez rare en école d'archi. C'est l'opération de Port Grimaud par l'architecte Françoise Pouéry. Donc Port Grimaud, c'est une cité lacustre, hein, du côté de, c'est pas très loin de Hyères, il me semble, donc c'est sur la Côte d'Azur. Et en fait, c'est une opération, c'est un quartier qui a été, dont l'architecte était aussi le promoteur. Et ça, c'est vachement intéressant parce que je pense, en tout cas, que ça lui a donné une certaine liberté par rapport à la fois au processus et même à l'esthétique qu'il allait développer. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ce quartier qui date des années 60, hein, c'est vraiment assez récent, c'est que c'est un architecte qui avait construit beaucoup de grands ensembles, notamment en Alsace, donc qui avait ce logiciel moderniste en lui, de la préfabrication lourde, de la répétitivité des cellules, etc. Et finalement, il a créé un quartier qu'on peut dire très bigarré, un peu pastiche, quoi, faut dire ce qui est aussi, selon une trame qui est finalement hyper rigoureuse et répétitive. Et ce n'est qu'un jeu de combinatoire sur le type de fenêtre, sur les couleurs, sur une certaine une variation dans les hauteurs, etc. Et cette trame extrêmement rigide, il l'a aussi agrémenté par plein d'éléments de réemploi, puisque à cette époque-là, il y avait énormément de villages fantômes
dans l'arrière-pays provençal. Et en fait, il allait récupérer des encadrements de fenêtres, des pierres, des morceaux de charpente, etc., pour finalement apporter une âme voilà, néo-vernaculaire, on va dire, à son quartier. Et alors, il y a des choses super intéressantes. Donc, tout ça, c'est construit en parpaing et en béton banché. Hein. C'est vraiment très, très simple. Comme on le voit là, ici, c'est un chantier qui est pas hyper éloigné du chemin de grue des grands ensembles. Et c'est juste une attention à certains détails. Par exemple, il y a certains pignons où les murs ont été montés, les parpaings de béton sont décalés de 1 cm, de très peu, quoi, à chaque rang. Ce qui fait que le mur est fruité et ça apporte en fait une sorte de, on peut dire un charme, ou en tout cas ça convoque un imaginaire totalement différent que celui de la construction en béton. Et une autre référence qui est plus artistique, celle-là qui a à voir avec des questions de composition. Donc comment est-ce que finalement ce que je trouvais intéressant dans ce travail ce qui nous a beaucoup intéressé dans ce travail sur le quartier de Plélin-Trigavou, c'était de se dire, on fait une forme de minimalisme, mais qui n'est pas un minimalisme formel. C'est-à-dire qu'à la fin, ce n'est pas une forme qui est hyper simple à lire. Ça, en général, ça coûte beaucoup d'argent. C'est plutôt, en fait, un minimalisme des choix de conception et de l'intentionnalité. Comment est-ce qu'on fabrique quelque chose en ayant un nombre minimum de choix, d'intentions, et finalement, on laisse quelque part la vie ou le hasard, entre guillemets, faire le reste. Et on accepte d'avoir une maîtrise relative des choses. Et ça, c'est bien entendu des questions qui se sont beaucoup posées dans le champ de l'art, et notamment dans la musique expérimentale et le courant qu'on appelle minimaliste de la musique. Vous connaissez peut-être Steve Reich, Philip Glass. Et en fait, avant Steve Reich et Philip Glass, ou à peu près en même temps, mais en tout cas, une œuvre qui était particulièrement marquante, c'est In Si de Terry Riley, qui en fait se limite à cette partition-là. Donc il y a 53 motifs musicaux. On peut avoir un nombre, on va avoir le nombre qu'on veut de musiciens, tous les types d'instruments, peu importe. La règle, c'est simplement que chaque musicien doit jouer les motifs, doit les répéter autant de fois qu'il veut, et ensuite passer à l'autre motif, le répéter autant de fois qu'il veut, passer à l'autre motif. Et en fait, le but, c'est d'écouter ses voisins, de pas forcément aller au même rythme qu'eux, mais de s'assurer de ne pas prendre trop de retard par rapport à eux. Et donc ça, ces simples règles fabriquent une musique totalement envoûtante, qui vous transporte, qui est vraiment structurée, dans le sens où dans la pièce In Si, quand on l'écoute, il y a vraiment un début, un milieu et une fin, avec des atmosphères très différentes. Et en même temps, c'est jamais 2 fois la même chose. Ça ne peut pas être 2 fois la même chose, puisque une bonne partie de l'intentionnalité, une bonne partie de la forme finale est laissée à l'interprète, en l'occurrence les différents musiciens qui composent la pièce. Voilà, j'ai terminé. Une question par rapport à la couleur, parce que surtout dans votre deuxième projet, la couleur, elle vient un peu s'imposer dans l'espace, elle est un peu manifeste, et je voulais savoir comment vous avez géré cette question-là. Oui, bonne question, mais en fait je pense que là, on est aussi... Alors, nous, on avait envie de faire quelque chose de rouge pour reprendre la brique, basique, hein, vraiment basique. Et on savait aussi qu'il fallait qu'on utilise un matériau un peu commun en façade, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc comme vous avez vu, c'est juste du bac acier, de la tôle ondulée, qu'on a retourné pour faire une petite, un larmier. Donc comment donner un peu de qualité, ou donner un peu de la personnalité à un matériau très ordinaire,
Bah, la couleur, c'est très simple. C'est le même cas à Romainville, hein. Enduit ciment, voilà, comment est-ce qu'on donne de la qualité à ce bâtiment? Bah, on a joué sur la couleur en essayant de connecter avec les maisons autour. Mais une fois qu'on a dit ça, c'était pas du tout gagné parce que la mairie de Pantin, pour ceux qui, enfin, vous n'avez pas encore eu l'occasion forcément de rencontrer ce genre de situation, mais la mairie de Pantin, c'est une mairie qui regarde vraiment très très précisément tous les projets qui se construisent sur leur territoire. Donc là, encore une fois, si on avait été avec un promoteur ou même un bailleur social qui fait ça un peu tous les jours, quoi, bon, voilà, un projet parmi d'autres, sans doute que par sécurité, on ne serait surtout pas allé sur le rouge. Parce qu'il est un peu pétard le rouge, parce que plein de raisons, quoi. Et là encore, le fait d'avoir en fait des gens qui font ça, c'est unique, ils y mettent du cœur autant que des questions financières, quoi, ou des objectifs chiffrés, bah, ça permet ce genre de choses. Après, si vous voulez tout à fait... Initialement, c'était censé être du fibrociment rouge. Fibrociment rouge, l'intérêt, c'est que c'est plus mat. Par contre, c'est vrai que autant le bardage métallique, s'il y a un POC, bon, ça fait un creux, mais ça casse pas tout. Fibrociment, s'il y a un POC, bah, ça se fend. Et là, on a des problèmes d'étanchéité, etc. qui se posent. Donc, en cours de chantier, juste avant de lancer chantier, on est passé en bardage métallique. Et je trouve qu'il est un peu brillant. Voilà, j'aurais préféré plus mat. Quand on travaille sur des aussi petits projets d'un point de vue économique, est-ce que c'est pas difficile aussi de vous poser vos tarifs, etc., pour quand même réussir à être économiquement viable sur le long terme? Effectivement, c'est compliqué les 3 projets que je vous ai montrés, heureusement qu'on n'a pas que ces 3 projets. Le truc, c'est que nous, on a, encore une fois, comme j'ai essayé de le montrer, on avait vraiment envie de travailler depuis l'amont jusqu'à l'aval. Donc déjà, dans notre équipe, et je dis notre équipe parce que mon associé est paysagiste, on sait répondre à toutes les questions au sein de l'agence, quoi. On a très peu besoin de faire des grosses équipes avec paysagistes, montage économique, etc. Donc déjà, ça, c'est une manière, entre guillemets, d'être plus efficace économiquement, c'est qu'on arrive à répondre, je ne dis pas à 100%, mais à une bonne partie des besoins, notamment des petites communes. Ensuite, c'est une économie d'agence qui est basée sur plein de petits projets, et dont beaucoup de projets de planification, d'études. Donc les projets d'études, ce qui est intéressant, c'est que ça commence au mois 0, ça termine au mois 6, et c'est bon. On sait quand ça se termine, quoi. À la différence des projets de maîtrise d'œuvre qui peuvent avoir davantage tendance à s'étirer dans le temps, etc. Donc en fait, on a une économie d'agence qui se base pas mal sur les études urbaines, qui nous permettent aussi, qui sont hyper intéressantes dans la mesure où comment dire, on voit plein de situations, on rencontre plein de gens, et ça nous construit vraiment, on apprend tout le temps en fait. Et des projets de maîtrise d'œuvre où là, on est clairement beaucoup moins rentable, mais on peut davantage expérimenter sur des choses un peu étranges et tout ça. Et après, il y a deux trucs, c'est que maintenant, on a compris qu'il fallait qu'on vende une prestation AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on vend une prestation maîtrise d'œuvre, tout le monde a à peu près en tête le prix d'un architecte. Je dis tout le monde, c'est les élus, quoi, les petites communes. Ouais, un architecte au-dessus de 10%, c'est cher quand même. Voilà. Ils ont des éléments de comparaison. AMO, aucun élément de comparaison. Et donc on leur met un devis, il faut ouais, ok, d'accord. Sinon, par contre, pour la maîtrise d'œuvre, c'est un peu cher. Voilà, donc en fait, mais en même temps, c'est pas tricher parce que en vrai, ce boulot d'assistance à maîtrise d'ouvrage, il est fondamental. Et voilà, et on le fait en parallèle du boulot de maîtrise d'œuvre, et c'est super intéressant, quoi. Voilà, donc c'est les petits tricks de l'agence.
Merci pour ta présentation, hein, vraiment. Mais est-ce que tu continues l'accompagnement du lotissement une fois que le cahier des charges il est établi? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'au niveau des permis de construire, il y a un contrôle ou comment ça se passe la suite? Oui. Oui, tout à fait. Il y a un visa architecte. Enfin, on va avoir un visa architecte et aussi on a prévu des rencontres avec les porteurs de projets un peu en amont pour s'assurer que ça colle bien avec les prescriptions. Après, là aussi, on doit un peu inventer une forme de frugalité dans nos missions, parce que si on facture à la commune un temps de suivi de projet pour 47 maisons, enfin, ça va être énorme, quoi. Donc on est en train de réfléchir exactement sur comment on va le faire. Est-ce que ça va être 10 premières maisons, on va les faire à fond, et puis après ça va rouler tout seul? Est-ce qu'on va un peu former les agents de la commune pour qu'ils nous alertent sur les trucs et qu'on n'intervienne que quand c'est nécessaire? Voilà. En fait, c'est aussi dans tous ces projets, il faut effectivement inventer ses missions, quoi. Où est-ce qu'on se positionne, où est-ce qu'on ne se positionne pas, et qu'on sorte de la maîtrise d'œuvre urbaine classique ou de la maîtrise d'œuvre classique.